Je m'appelle Yves François, j'ai 60 ans. Je suis un néo-rural de 3e génération et je suis marié avec une femme d'origine japonaise et nous avons 3 enfants. Et je suis agriculteur à Crémépieux dans l'Isère. Mon rapport à l'agriculture, ça a commencé quand j'avais 5 ans. Moi je ne me rappelle plus vraiment, c'est mes parents qui me l'ont dit, qu'en fait très tôt, à 5 ans, j'ai dit que je voulais être agriculteur. Et mon père a... je pense qu'il a été plutôt content, mais il a mis un peu une condition. Il m'a dit, plus tard, avec l'âge, je veux bien, mais je veux que tu fasses des études. Alors moi je lui ai dit, oui, si tu veux, je passe un BEPA. Non, je voudrais que tu aies le niveau du bac. Donc il a mis une exigence qui à l'époque, c'était il y a une bonne trentaine d'années, même un peu plus, quand même importante. Et je l'ai suivi, c'est-à-dire que j'ai passé mon brevet de technicien agricole, qui est donc l'équivalent du bac agricole maintenant. Et je pense qu'il a eu parfaitement raison parce que ça m'a donné une base qui m'a permis après de compléter ma formation et de pouvoir exercer ce métier avec des bagages qui m'ont vraiment aidé. Et surtout, moi j'ai voulu devenir agriculteur, il y avait le métier qui m'intéressait mais aussi le cadre de vie. Je me rends compte de plus en plus que le cadre de vie dans lequel je vis, je ne pourrais pas m'en séparer, c'est pour moi impossible. Et ça je me rends compte peut-être avec l'âge, mais ça fait partie aussi des préoccupations très importantes dans le choix de mon métier. L'activité technique, la production, mais aussi le cadre de vie qu'on a et qui devient de plus en plus importante avec le rapport avec la nature. Je n'ai pas précisé en me présentant, parce que c'était très court, qu'en fait je suis aussi élu à la Chambre d'agriculture de mon département et aussi à la Chambre régionale. Et je suis d'ailleurs aujourd'hui ici dans le cadre de l'Association française d'agronomie. Je veux dire par là que cet ensemble, ces 3 éléments qui ont fait mon parcours professionnel et plus que ça, le parcours de vie, je peux arriver à dépasser le cadre spécifique de l'exploitation ou très local par ça. Ça m'a permis, ces responsabilités m'ont permis justement d'abord de me former, parce que ce que je suis capable de le dire maintenant, c'est parce que voilà, pendant des années, j'ai rencontré des chercheurs, des environnementalistes, d'autres agriculteurs, des responsables politiques, qui m'ont permis de me faire un peu une idée de comment l'agriculture pourrait évoluer, mais aussi de l'appliquer sur mon exploitation. Je me suis rendu compte par exemple que pour l'agroécologie, quand j'ai entendu il y a quelques années la loi d'avenir arriver, quand je l'ai vu arriver, je suis allé voir ce qu'il y avait dedans, que l'agroécologie était détaillée d'une certaine façon, je me suis dit tiens mais ça me parle, c'est comme ça, c'est là, la feuille de route elle est là, pour moi elle était là, elle est toujours là d'ailleurs. Et ça, on peut rendre justice à Stéphane Le Foll par rapport à ça. Au passage, il y a un autre ministre d'ailleurs qui avait travaillé à peu près dans le même sens, qui s'appelle Michel Barnier, qui avait écrit Agriculture Cap 2025. Ce qui est assez amusant avec des gens de bords politiques différents. Et vraiment là, ça m'a donné une direction et c'est ce que j'essaye de faire aussi bien dans mes responsabilités professionnelles que j'ai fait pendant au moins 4 mandats, de rapprocher l'agriculture et l'environnement, parce que ces deux mondes, il y a 25-30 ans, ça ne se parlait pas, même pas du tout. Alors il y a eu quelques progrès, pas assez à mon goût, mais voilà, on voit quand même que les choses ont bougé. Et par rapport à cette orientation de l'agroécologie, l'intérêt c'est que les agriculteurs en font tous pratiquement. Sauf que là, on nomme les choses et après on envoie les agriculteurs dans une dynamique de progrès en disant voilà, vous avez commencé ça, mais rien ne vous empêche, ou du moins il est possible d'aller plus loin dans cette dynamique-là et en étant large d'ailleurs sur les solutions pour y arriver. Ce n'est pas une voie unique, puisque l'agroécologie regroupe beaucoup de choses. On peut parler de la production avec tout ce qui est avec la biodiversité, mais aussi tout ce qui est les énergies renouvelables. La méthanisation est abordée, et de façon d'ailleurs très intelligente. Je dis ça parce qu'on a produit du méthane chez nous, et quand j'ai lu ce qu'il y avait dans la circulaire sur l'agroécologie, j'ai trouvé intelligent qu'ils se préoccupent de l'amont, qu'est-ce qu'on met dans un digesteur, pour parler technique, ce qui se passe dans un digesteur, et ce qu'on fait du digestat après. Donc il y a bien une vision globale dans cette affaire-là qui me paraît très intéressante. L'agroécologie, c'est 2 noms qui sont accolés et qui au départ ne vont pas ensemble. Dans la tête de beaucoup de gens, y compris, et surtout malheureusement, dans la tête de certains de mes collègues. Agriculture, agro et écologie. Simplement, écologie, si mes sources sont bonnes, ça vient du grec et ça veut dire habiter la maison, je crois. Donc là, ça ne me pose aucun souci personnellement, puisque l'agriculture, elle est vraiment ancrée sur un territoire, et donc, sur ce territoire-là, c'est donc pas en ville, il y a donc toute la nature qui est autour, et comment on gère cet aspect de l'écologie globale. Après, quand on rentre dans le détail, l'agroécologie, pour moi, c'est utiliser des techniques où beaucoup d'éléments sont dans l'étude de la biodiversité
et dans la lutte biologique, dans favoriser tous les prédateurs, des ravageurs, s'intéresser à la vie de son sol, parce qu'on sait que dans le sol, la microbiologie a une importance fondamentale et qu'on en connaît mais pratiquement rien, qu'il y a encore beaucoup à faire là-dedans. C'est cet ensemble de techniques où on peut revenir à des choses extrêmement basiques. Le fait qu'un agriculteur prenne son fumier, fasse du compost, c'est-à-dire qu'il fasse travailler des bactéries qui vont améliorer son fumier, qu'après il va le remettre dans son terrain pour favoriser la poussée des plantes, et pas que, aussi l'amélioration de son sol. Voilà des principes de base de l'agroécologie. Et après, l'intérêt aussi, c'est que l'agroécologie, c'est une feuille de route. C'est-à-dire que ça donne une direction, mais qu'après, la façon dont ça a été écrit est suffisamment large pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Et ça laisse place à l'innovation. Je crois que ça aussi, c'est important d'intégrer ça par rapport à beaucoup de questions que se posent des agriculteurs dans les territoires où ils sont un petit peu à la recherche de comment est-ce qu'on peut faire, quoi. C'est pas en disant on va faire que du bio. Non, le bio, c'est vraiment bien puisqu'on est vraiment dans des principes de base de l'agroécologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste qui est à côté et qui est complémentaire. Et je crois que cette notion de globalité et de complémentarité dans l'agroécologie, moi, ça me parle beaucoup. Après, on peut rentrer plus dans le détail sur des aspects techniques, mais sur la partie plus, on va dire, philosophique et de valeur, c'est ça, c'est cette vision globale sur un territoire, d'une façon d'avoir des pratiques où on utilise tout ce que la nature a pu nous donner. Et quand on regarde comment fonctionne un animal ou une plante, eh ben, c'est assez fantastique. Par contre, voir comment on peut utiliser ça pour nous, pour la production. L'agriculture répond à des besoins primaires. C'est-à-dire que si on ne mange pas, au bout d'un mois, ça se passe très mal. Donc on voit bien que ce besoin-là, si on le supprime, tout s'écroule. Et quand on reprend, moi il y a un élément qui m'avait beaucoup marqué, dont je me sers de temps en temps pour me recentrer, pour me recadrer, et quand je veux parler de développement durable, ça m'aide aussi, c'est la pyramide de Maslow. Alors ça paraît... Simplement c'est quelqu'un qui a dessiné une pyramide avec à la base les agriculteurs, ou du moins la production agricole, le secteur primaire, d'ailleurs ils s'appellent comme ça en économie, parce que c'est nous les agriculteurs qui fournissons la nourriture nécessaire, et c'est d'ailleurs de l'énergie aussi, pour vivre simplement, normalement, tous les jours. Donc forcément que ça déjà, on est à la base de cette société-là. On peut enlever d'autres choses, mais pas ça. Sinon tout le reste s'écroule. Bon, pour moi c'est déjà un élément assez fort. Après, quand on regarde la façon dont ça a évolué dans le temps, les agriculteurs étaient essentiellement ça, et puis petit à petit on leur a dit, des fois même brutalement, mais voilà, il faut faire autre chose. D'abord, certaines fois la façon dont vous produisez ne nous convient pas, bon, faut aussi l'entendre. Et ensuite, vous avez un rôle dans le territoire, parce que vous habitez, vous entretenez. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui est très branché sur le paysage, et lui, il disait, les agriculteurs, ils ont modelé le paysage, mais ce n'était absolument pas leur préoccupation première. Ce qui est vrai. Quand on va entretenir des chemins, des routes, plutôt des chemins et des étendues de terre arable, ce n'est pas pour entretenir qu'on l'a fait, parce qu'on en a besoin pour vivre. Et ça plaît, puisque la France est un des premiers pays touristiques au monde. Parce que voilà, donc on répond à d'autres aspects que l'aspect purement alimentaire. Et ça commence à rentrer, parce que le problème c'est la question qui est posée. Moi je me rends compte que chez mes collègues agriculteurs, elle n'est pas perçue comme ça. On ne se sent pas encore assez comme vraiment, comme je disais, le socle de cette société. On ne se revendique pas assez comme ça, moi je pense. Mais revendications dans le bon sens du terme. Et ça je trouve que c'est dommage parce que c'est une réalité que d'ailleurs de plus en plus, moi je le vois en étant présent aujourd'hui ici, on commence à nous le renvoyer positivement en disant sans vous, on n'est pas bien, quoi. Et d'ailleurs je reprends les sondages qui sortent régulièrement toutes les années au moment du salon de l'agriculture. Plus de 90% des Français, ils aiment leurs agriculteurs. Alors il y a une nuance entre l'agriculteur et l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils aiment leurs agriculteurs, sur l'agriculture ils sont plus critiques. Mais d'ailleurs il faut l'entendre, il y a des raisons pour ça. Et on a des modes de production qu'il faut qu'ils évoluent, on l'a évoqué, on est dans une mutation profonde où on ne peut plus continuer à travailler de la même façon qu'on le faisait avant. Et par rapport justement à cette sensation d'être vraiment la base de cette société, j'espère que tout ça, ça va évoluer et redonner aux agriculteurs un sens profond de leur métier qui va dépasser la partie essentielle qui est la production de nourriture. Alors désigner des ennemis, ce n'est pas une chose facile. Je vais simplement essayer de lister ce qui me paraîtrait à faire évoluer pour que ça change dans le sens qui est demandé. Le consommateur a un rôle très important. C'est-à-dire que le consommateur, il faut qu'il comprenne qu'il faut arrêter de considérer la nourriture comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'il préférera
se payer, pas tous, hein, il y en a à peu près 30% qui sont prêts à payer 30% plus cher pour avoir de la nourriture de qualité. Et dans ce sens-là, ils favorisent ce qu'on est en train d'expliquer. Mais il y en a une autre partie qui préfère s'acheter un portable à 700 € et puis aller rogner sur le budget nourriture. Alors, je prends des exemples un petit peu frappants, mais voilà, le consommateur a un rôle très important. Il a aussi un rôle très important, et là qui est positif actuellement en France, vis-à-vis des OGM. Si on n'a pas d'OGM en France, c'est parce que le consommateur, il n'en a rien à faire. Tant qu'il n'en aura rien à faire et qu'il dira « moi, ça ne m'intéresse pas », ça nous aide beaucoup pour ceux qui pensent que de cultiver, alors je suis très précis, cultiver des OGM en plein air en France. Hein. Sur la technologie OGM, ça demanderait un débat beaucoup plus important, mais ce n'est pas le lieu. Mais vraiment, utiliser la technologie OGM pour faire de la production comme ça en France, pour l'instant, je n'y vois aucun intérêt et c'est les consommateurs qui ont la clé. En termes de levier, ça c'est très important. Après, en termes d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, forcément, il y a le levier politique, bien entendu, où moi je dis et j'assume que notre ministre actuel et un autre ministre qui s'appelait M. Barnier de l'Agriculture, pour moi c'est les deux meilleurs ministres qu'on a eus parce qu'ils avaient une vision de l'agriculture qui allait dans le sens de l'agroécologie. Il y en a un qui a commencé, c'est Barnier, il était avant, et Le Foll a continué et a ouvert encore plus le chemin. Après, je ne sais pas comment ça va se passer, personne ne peut le dire, mais moi je trouve que ça c'est vraiment des éléments importants qui, je trouve, nous aident à évoluer dans un certain sens par rapport à l'agroécologie. Puis après, il y a des choses qu'il faut qu'on évite. C'est clair que les traités qui sont en train d'être discutés au niveau international entre le TAFTA et le CETA, pour nous agriculteurs, alors à part quelques petites productions qui sont vraiment complètement tournées sur l'export et encore il faudrait voir, je ne vois absolument aucun intérêt. C'est même dangereux. C'est même dangereux. Moi je pense que là-dessus il faut être très très prudent. Et il ne faut pas qu'on aille sur ces terrains-là. Je ne suis pas pour revenir à une agriculture où tout le monde, dans son jardin, fait tout son truc tout seul, parce que ça, je pense, et puis avec des années, enfin, revenir à la polyculture élevage d'il y a 50 ou 60 ans, je crois que ce n'est pas raisonnable et que ça n'est pas possible. Mais par contre, cette vision d'agroécologie soutenue par les consommateurs, encouragée par les politiques et protégée par le fait qu'on n'aille pas signer tout et n'importe quoi, oui, là, je pense que c'est des éléments importants. Et puis quand on voit la jeune génération qui arrive, moi j'ai la chance, c'est pas vieux, hein, mais j'ai la chance d'avoir ma fille qui m'a dit, après avoir fait Sciences Po, puis elle a travaillé à l'extérieur pendant 4 ou 5 ans dans le développement économique, de revenir sur l'exploitation et de me dire, papa, ben, voilà, j'ai envie de revenir avec mon copain, on va faire du maraîchage en permaculture. Ah oui, là ça vous dit, alors au début je dis, bon, ben, j'ai de la chance, ça m'arrive. Sauf que quand j'ai commencé à gratter, je me suis aperçu que j'avais des tas d'autres copains qui m'ont dit la même chose. Alors j'ai pas de statistiques là-dessus, mais on sent que ça bouge entre ces jeunes qui veulent vraiment, et là c'est une quête de sens, là on arrive sur l'aspect sens du métier, parce que la majorité des problèmes auxquels on est confronté, c'est que les agriculteurs ont perdu quelque part, ils ne savent plus trop où est le sens de leur métier. Et ça, quand on arrive à des gens qui reviennent à l'agriculture parce qu'ils y trouvent du sens, alors là, on est dans un autre domaine, et ça donne une puissance qui permet de vaincre pas mal de problèmes, avec ce que j'ai dit avant pour faciliter, parce que c'est vrai qu'il faut que le produit agricole ne soit pas consommé uniquement en tant que produit, mais que ça aille avec sa façon de produire. Moi, je sais que par exemple, quand j'achète du bio, je suis beaucoup plus intéressé par le fait de savoir comment mes collègues, parce qu'en plus dans notre CUMA, dans notre groupement d'agriculteurs, on a des collègues qui sont en bio, donc je sais parfaitement comment ils font les choses. Et moi, j'achète finalement dans le produit leur façon de produire plus que le produit lui-même, quelque part. Même si le produit est bon, c'est pas le problème. Mais voilà, dans mon esprit, c'est ça. Et je crois que si on arrive à faire en sorte qu'une majorité d'agriculteurs retrouvent ce sens qu'ils ont plus ou moins perdu, ou cette perte d'identité aussi qui est importante, d'abord on arrêtera d'avoir un taux de suicide comme on a, c'est complètement affolant. Et puis, si en plus, bon, l'aspect économique revient, là on peut repartir sur des bases solides et saines pour tout le monde. Toute cette société-là, on a cherché quelque part à s'affranchir des contraintes liées à l'agriculture, à l'approvisionnement tel qu'il existait avant, mais on est allé trop loin. Plus de 80% de nos, je sais plus que ça, qui passent par les grandes et moyennes surfaces. Quand on sait comment c'est géré, les marchés sont traités, ça ne peut pas durer. De toute façon, l'agriculture, c'est une exception, quoi. Quand on rentre dans le détail de ce métier-là, quand on rentre dans le dur, comme on dit, là on se rend compte qu'on touche à des tas de choses. Que la société, surtout j'ai eu la chance d'avoir donc ces responsabilités professionnelles qui m'ont amené à sortir de mon exploitation et d'aller à la rencontre d'autres. Et de voir leur attitude vis-à-vis de nous, qui était parfois positive, parfois négative, et d'essayer d'expliquer. Et ça m'a obligé à me positionner par rapport à ça, en leur disant, effectivement,
Moi, je ne suis pas uniquement qu'un fournisseur de matières premières. Même si dans mon métier technique, je suis très en amont de la production puisque je suis producteur de semences. Alors vraiment, pour trouver avant, c'est compliqué. Hein. Mais en même temps, je sais que ma semence, elle sert en partie, aux 3/4, à produire, par exemple en maïs, à produire donc de l'ensilage qui sert à nourrir les troupeaux. Alors après, on peut être critique sur cette façon de faire, mais n'empêche que les troupeaux, après, c'est du lait, c'est de la viande, enfin essentiellement du lait, alors lait, fromage et puis tout ce qui va derrière. Donc là, on voit bien comment ça peut fonctionner. Donc c'est faire partie d'un maillon, enfin d'une chaîne plutôt, être un maillon d'une chaîne, même le maillon de base, le départ de cette chaîne, qui permet à cette société d'avoir une nourriture en sécurité quantitative, qui est quand même assez fondamentale, que beaucoup de gens ont oublié. Personne ne s'occupe de savoir dans notre société en France actuellement, à part si quand même il y a un quart monde chez nous, mais globalement de savoir ce qu'on mangera demain, après-demain, dans 15 jours ou dans un an. On ne se pose jamais la question, puisqu'on sait que les magasins seront approvisionnés. Et ils le sont parce qu'il y a une profession qui est là, avec des structures et des filières qui assurent le coup, avec des défauts et avec des marges de progrès évidentes. On est bien d'accord. Mais si certains n'existent pas, et pour l'avoir vu dans d'autres pays où tout ça ne marche pas, dans les pays, soit des pays de l'Est, moi je parle de pays de l'Est comme la Moldavie, ou en Afrique comme au Burkina Faso, quand on revient, on se dit on a quand même de la chance. Et donc, de savoir qu'on participe au confort de nos concitoyens, ça c'est positif. C'est positif. Mais après, maintenant, je me rends compte depuis quelques années que ça va beaucoup plus loin, puisque on est la profession on est la seule profession finalement qui habite sur un territoire et qui en vit en même temps. On est les deux en même temps. Et ça donne une position et une posture très particulière, mais que pas mal d'agriculteurs n'ont même pas conscience. Il faut l'intellectualiser pour comprendre. Ben oui, on est les seuls à faire ça. Ce qui nous donne des droits, mais qui nous donne aussi des devoirs. Et c'est là qu'il faut arriver à articuler dans sa tête, et ce n'est pas toujours facile, où sont nos droits, où sont nos devoirs. Nos devoirs, ils sont de fournir une nourriture de qualité, dans un territoire qu'on préserve et qu'on entretient, et sur lequel on impacte le moins possible sur les ressources naturelles. Donc ça, c'est facile à dire. Après, quand on est confronté avec des contraintes techniques de tous les jours et de travail, c'est beaucoup moins facile. Mais je pense que c'est cette notion-là qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Et moi, cette quête, ce sens-là, ma grille de lecture que j'applique depuis plusieurs années et sur laquelle je me suis et on ne m'a jamais trop pris en défaut, c'est le développement durable. Alors on m'a souvent dit, ouais mais c'est tarte à la crème, le développement durable, on met ce qu'on veut dedans. Oui, sauf si tu le prends de la façon suivante. Tu as 3 piliers, social, environnemental et économique. Moi, ce qui m'intéresse, dans mon exploitation, même dans ma vie de tous les jours, mais déjà dans mon exploitation, comment je fais monter les 3 au même niveau. Alors, je vais prendre un exemple pour être plus concret. Dans notre exploitation, grâce à la CUMA d'ailleurs, et grâce à un groupement d'employeurs, je rappelle que depuis 1991, nous avons créé 10 emplois, enfin 10 ETP dans notre... Parce que le fait de s'associer, de faire des cultures nouvelles, de faire du maïs qui emploie des jeunes pour la castration, on a créé de l'emploi, donc le social est présent. Sur l'environnement, on travaille justement avec de la lutte biologique qu'on fait depuis ces années-là, depuis 1991. On lutte contre un ravageur avec un prédateur, c'est-à-dire qu'on lutte contre la pyrale du maïs avec du trichogramme. On était les premiers à le faire, on continue d'ailleurs plus ou moins à le faire. Voilà, on est vraiment dans des situations où on peut montrer de façon très claire les moyens que nous avons d'aller dans ce sens-là. Donc l'avenir, posé comme ça, évidemment, c'est très large. Alors l'avenir de l'agriculture, ça peut paraître très sombre actuellement. Moi-même sur mon exploitation, on vit des moments pas faciles au niveau financier. Mais bon, d'un autre côté, on a eu des bonnes années, on essaye de se débrouiller en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Après, le plus important, c'est de savoir comment on se projette vis-à-vis de la suite. Moi, je crois, pour avoir vécu pendant 26 ans bientôt, donc pratiquement la majorité de ma vie professionnelle en coopérative d'utilisation de matériel agricole, donc en CUMA, oui, ça c'est un des moyens, je veux dire l'agriculture de groupe, donc de travailler de façon collective, de mutualiser nos moyens de production, même d'aller plus loin, parce que ce statut d'ailleurs des CUMA est en train d'évoluer pour devenir coopérative de production, ça c'est aussi important. Je pense que là vraiment, il y a vraiment du travail à faire pour que ça se développe, cette façon de faire. Tout en gardant, on peut très bien travailler en groupe et en CUMA en ayant sa personnalité et en ayant aussi en ayant des choix et c'est compatible. Ça demande par contre là beaucoup de travail sur les relations interpersonnelles. J'insiste parce que dans notre CUMA, ce qui a fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup investi sur les relations interpersonnelles. Des stages, on a fait carrément des stages entre nous pour apprendre à communiquer, pour apprendre
à mieux se connaître. On a fait des approches de l'analyse transactionnelle, des approches de la programmation neurolinguistique. Ça paraît être du charabia, mais nous, si on n'avait pas fait ça, on n'existerait pas. Donc l'importance des relations quand on fait du travail de groupe, c'est fondamental. Après, les aspects techniques, je ne dis pas que c'est secondaire, mais le plus important n'est pas là. C'est vraiment sur l'humain et le rapport humain qu'il faut travailler. Après, sur la façon dont ça fonctionne vis-à-vis des différentes productions, c'est d'arriver on a énormément cloisonné. Quand on parle filière, on parle vertical. On est dans du vertical. Ça a des aspects positifs en termes de sécurisation des marchés et surtout en approvisionnement. Il faut reconnaître que ça a joué son rôle. Mais on en voit les limites. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle en responsabilité sur des aspects transversaux. L'environnement, il n'y a rien de plus transversal. Alors, je ne vous raconte pas qu'à des moments, quand j'étais dans certaines instances issues des grandes filières, parce qu'en céréales c'est ça, et parler du transversal, j'avais mal aux adducteurs, quoi. Le grand écart, je l'ai fait pendant un petit moment. Mais je crois que c'est quand on est justement à cette croisée des chemins qu'on a une vision peut-être plus objective en disant on ne va pas flinguer l'un pour privilégier l'autre. Je vois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la chance d'avoir cet enfant, cette fille qui s'installe dans un circuit court, vente directe, tout ce qu'il y a de plus vraiment très local. Et en même temps, à côté, l'associé sur la même ferme va certainement continuer à produire pendant encore un certain temps, je ne sais pas combien de temps, de la céréale, voire en production de semences, qui est complètement dans la filière verticale. Et ça peut être tout à fait complémentaire. Moi, je pense que déjà dans l'agriculture, il faut qu'on arrête d'opposer des modèles. C'est en train de se faire. Il y a quelques années, quand on parlait du bio face au conventionnel, c'était prise de tête et puis bugne à bugne. Là, bon, je fais partie de ceux qui ont travaillé pour que tout ça s'arrange, mais on sent bien que maintenant, y compris ici, on n'est plus dans ce schéma de lutte et de se dire moi j'ai raison, toi t'as tort. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois bien que c'est dans cette vision globale, dans cette orientation, de cette reprise. On n'a pas abandonné, mais on l'avait oublié, l'agronomie, quoi. Il faut vraiment repartir sur des bases aussi fondamentales que ça, en l'adaptant avec des techniques modernes, bien entendu. Et dans l'agronomie, moi, il y a vraiment quelque chose qui me permet d'être un levier très fort pour faire que notre productivité, pas notre productivisme, hein, notre productivité soit vraiment bonne. C'est la microbiologie des sols, qu'on apprenne vraiment à la connaître, parce qu'on n'en connaît pas assez, et comment on peut l'utiliser de façon intelligente, de façon respectueuse des générations futures, pour produire. Parce qu'on sait que ça marche. Il y a des travaux au Japon, entre autres, où des gars, moi j'ai vu des expériences qui vous laissent pantois, quoi. Franchement, il y a... Et là aussi, d'ailleurs, puisqu'on parle d'autres pays, alors travailler avec des pays comme le Japon ou d'autres qui ont déjà avancé dans certains domaines et échanger avec eux, mais sans oublier, et moi j'y suis de plus en plus sensible, surtout quand j'avais été au Burkina Faso, j'ai pris une claque monumentale en voyant comment ils vivaient et comment ils produisaient. Et moi, si on parle d'avenir, je peux aussi parler peut-être du mien, en disant, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, j'arrive à 2 ans de la retraite, c'est de pouvoir passer du temps à pouvoir transmettre ce que j'ai eu la chance d'acquérir comme connaissances techniques, mais aussi, surtout, et travail de groupe, pour essayer d'aller avec d'autres collègues agriculteurs dans d'autres parties du monde, essayer de voir avec eux comment, par exemple, cette agriculture de groupe peut se développer. Parce que je sais qu'elle donne un levier d'efficacité qui est quand même vachement intéressant. Alors bien entendu, à adapter ça avec leur culture, avec leurs contraintes, bien sûr. C'est pas la peine d'aller chez eux, leur dire faites comme ça, on oublie tout de suite. Mais prendre le temps de pouvoir aller voir comment ils fonctionnent, leur dire écoutez moi, voilà comment j'ai fonctionné chez moi avec mes contraintes. Et vous, comment est-ce qu'on pourrait faire sur cette affaire de travail de groupe, pas en agroécologie parce que ce serait souvent l'inverse. Souvent ils nous montreraient comment il faut faire, je pense à l'agroforesterie où il y a des pays en voie de développement qui utilisent ça depuis des années et c'est plutôt là qu'il faudrait que nous on aille voir. Mais sur l'histoire du travail de groupe et la façon de gérer ça, je pense qu'on peut apporter des choses.